pratiquement tout, y compris ses victimes françaises. Et donc ça, c'est quelque chose il faut que le peuple français prenne conscience du fait que les relations entre l'Afrique et la France sont des relations... Mais c'est au détriment du Congo, ce que vous dites. Mais bien entendu que c'est au détriment du Congo. Écoutez, il y a eu plusieurs rapports des Nations Unies, dont le dernier, le rapport Mapping, qui a quand même fait état d'un pillage organisé et systématique. Du Congo par le Rwanda? Absolument, avec des preuves à l'appui. Et le docteur Mukwege, qui est le dernier prix Nobel de la paix congolais, qui s'est exprimé sur cette affaire, a été menacé de mort. Et donc, quand on voit tout cela, on se demande, on ne comprend pas pourquoi un pays, comment la France reconstruit son centre de gravité, qui a perdu en quelque sorte tous ses repères en Afrique centrale, par exemple, eh bien, veut se reconstruire à partir d'un pays qui a répudié la langue française, qui est aujourd'hui entré au Commonwealth. Comment pouvez-vous reconstruire votre centre de gravité dans ce pays-là? La langue Rwanda, c'est quoi aujourd'hui? Mais c'est l'anglais, le Kinyarwanda et la langue rwandaise. Le français est accessoire au Rwanda. Or, avant la mort d'Abiyarimana, la langue française était parlée par quasiment toute l'élite rwandaise et la majorité de la population. Donc, on est aujourd'hui dans une situation totalement inverse. C'est-à-dire que c'est la langue française qui prime. D'ailleurs, tous les qui prime. Oui, c'est-à-dire que tous les enseignants rwandais qui étaient des enseignants francophones, beaucoup avaient été formés également en France, etc., qui enseignaient, se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage suite à l'enquête du juge Bruguière. Voilà la réalité dont on ne veut pas qu'on parle. Et quand vous essayez de construire une stratégie de relations entre l'Afrique... Et d'ailleurs, on sait très bien que le poids du Rwanda dans les relations franco-africaines est ridicule. Ridicule dans le cas de la francophonie. C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Sénégal, c'est pas le Congo, c'est pas le Gabon, c'est pas le Cameroun. Mais quand vous allez construire votre centre de gravité dans un pays qui vous a répudié, qui vous crache à la figure du matin au soir, il y a quelque chose de totalement perturbant. Et pour les Africains, ils se demandent si les Français marchent sur la tête. En tout cas, il marche, ça s'appelle En Marche. On ne sait pas encore de quel côté. Allez, vous continuez de nous appeler, en tout cas, nous poser toutes ces questions au 0826 300 300. On vous attend, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous continuez de nous appeler, de poser des questions, notamment à notre invité Charles Onana. Je rappelle le titre de son livre « Enquête avec un S sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994 » aux éditions de l'Artilleur. Et puis, on donne la parole à Michel qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Michel. Oui, bonjour Michel. Bonjour à tous les deux. Ouais. Je souhaitais intervenir sur l'affaire de l'attentat de l'avion du Rwanda. Oui. En précisant que ce n'est en fait qu'un petit épisode isolé dans cette guerre que j'appelle une guerre ancestrale. C'est-à-dire, allez-y. Mitterrand, à la Bolle, a demandé aux Africains d'établir la démocratie. Et donc tous les pays de l'Afrique ont couru après la démocratie. Ça a été le cas au Burundi, ça a été le cas au Rwanda. Oui. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, non? C'est ça en gros. Oui, on peut le dire, absolument. Voilà. Alors, quand il y a 85% de Hutus dans un pays et 15%, même pas 14% de Tutsis, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, il paraît assez difficile de comprendre que les uns se laissent dominer par les autres pendant 60 ans. Parce qu'il y a 60 ans, finalement, à part l'épisode Abiyarimana, mais il y avait 60 ans que les Tutsis commandaient les Hutus. Et ça continue, plus que jamais. Et ça, c'est peut-être pas tout à fait normal, et il faudrait se poser peut-être la question... Majorité, minorité, vous voulez dire, c'est ça? Voilà, des minorités, mais ça me paraît très important. Depuis 60 ans, ces deux pays vivent comme cela. Alors, quand on parle aussi de l'attentat de l'avion, il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas entendu dans votre conversation, mais dans l'avion d'Abiyarimana, il y avait aussi le président du Burundi. Oui, on l'a dit, absolument. Ah, vous l'avez dit, pardon, je ne l'avais pas entendu. Non, je vous en prie, on l'a dit. Et le président du Burundi, qui succédait, il faut bien le savoir, à un président qui, au Burundi, a été élu démocratiquement, grâce à l'action appuyée de M. Buyoya, qui était président Tutsi de l'époque au Burundi, et qui a essayé d'établir la démocratie. Une voix, un homme, une voix. Moyennant quoi, dans ces pays, un homme, une voix, ça donne nécessairement le pouvoir à l'ethnie dominante. C'est évident.
Donc c'est ce qui est arrivé et le président élu au Burundi a été assassiné, pendu, étripé. Enfin, par quelques militaires, parce que dans l'armée burundaise, burundaise, il n'y avait pas de Hutus. D'accord. Donc tout ça, ça a créé, à mon avis, une situation dans laquelle la haine est très très forte. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est un peu le résultat de tout ce que vous décrivez, c'est ça? Mais j'en suis persuadé. Je serais presque prêt. On ne prend pas des paris dans des affaires pareilles. Mais je ne vois pas comment ces deux ethnies, dans les deux pays, maintenant que les Tutsis ont le pouvoir dans les deux pays, je ne vois pas comment ils lâcheront le pouvoir aux Hutus démocratiquement élus. Qui constitue la majorité du peuple de ces deux pays. Ah ben oui, 85%. D'accord. Voilà. Écoutez, vous posez une question. Alors, Charles Onana, Oui. Il dit, oui, l'attentat, mais l'attentat, c'est justement, il faut remettre ça dans le contexte où effectivement la majorité n'a pas le pouvoir, c'est la minorité qui a le pouvoir, dit notre interlocuteur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit Julien. Bon, il y en a qui sont exactes et d'autres qui sont à nuancer un tout petit peu. Je pense que le problème des processus de paix, des accords d'Arusha initiés, évidemment, encouragés beaucoup par le président Mitterrand. Les accords d'Arusha en 93. 93, c'est ça. Qui ont commencé, les négociations ont commencé en 92 quand même. Et donc, il faut rappeler quand même que le but était le partage du pouvoir entre Hutus et Tutsis. C'était l'objectif principal et les Occidentaux, notamment la France et d'autres, les Américains étaient impliqués, les Anglais, etc., tous les Belges également, tout le monde était impliqué dans ces accords. Et le but était quand même de parvenir à un partage de pouvoir. Le problème, c'est que Kagame et ses hommes ne voulaient pas de partage de pouvoir. Ils ont réussi quand même à obtenir 40% des effectifs dans l'armée. Quand vous êtes à peu près 14% et qu'on vous donne 40% de place dans l'armée, ce n'est quand même pas rien. Donc, si ils avaient envie de partager le pouvoir, eh bien, on aurait eu une amorce de dialogue, de rapprochement et peut-être d'évolution ensemble. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que Julien décrivait tout à l'heure, qui s'est passé pendant des siècles, c'est-à-dire avant la révolution de 1959. C'était la minorité Tutsi, la monarchie Tutsi, qui dominait l'ensemble des Hutus pendant des siècles. Et ce qui s'est passé en 1959, c'est que les Hutus ont dit qu'ils ne veulent plus revenir à la situation dans laquelle ils se trouvaient sous la monarchie, c'est-à-dire quasiment comme des serfs. Ils étaient, la monarchie considérait une bonne partie de ces sujets. Voilà, comme des sujets. Donc, les accords d'Arusha ayant échoué par cet attentat, et c'est pour cela que je vais nuancer, pour dire que non, l'attentat n'est pas un détail, c'est pas un petit élément. Parce que cet attentat arrive, comment il a décrit au Burundi, au moment où le président burundais, Melchior Ndadaye, démocratiquement élu en 1993, est, une fois qu'il a été élu, c'était le premier président Hutu démocratiquement élu, mais décide de prendre comme premier ministre Madame Kinigi, qui était dans l'opposition. C'est une sorte de cohabitation qui était organisé, structuré par le président démocratiquement élu qui pouvait se contenter effectivement de sa majorité, de s'installer point à la ligne. Mais là, il a décidé de partager le pouvoir avec les perdants, c'est-à-dire les Tutsis. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été effectivement assassiné. Et cet assassinat en 1993 a eu un impact terrible chez les Rwandais, qui se sont dit, mais si les élections, lorsqu'on va aux élections, ça se termine par les assassinats, on est élu et on est assassiné. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y aller? C'est pour cela que ça n'excuse pas les crimes commis par les radicaux au Rwanda, etc. Mais ça montre les conditions dans lesquelles la psychologie a pu se construire pour arriver aux massacres qui sont survenus en 1994. La deuxième chose que je peux dire dans cette affaire-là, c'est qu'à partir du moment où il y a eu cet attentat contre deux chefs d'État, le chef d'État du Burundi et le chef d'État du Rwanda,
la France s'est retrouvée effectivement en position de perte de vitesse dans cette région, malgré tous les efforts qui ont été les siens. C'était la dernière année du septennat Mitterrand, d'ailleurs. C'était la dernière année du septennat Mitterrand. C'est pour ça que je n'ai pas compris non plus tous ces rapports qui sortent pour accuser Mitterrand. Évidemment, tout le monde peut accuser Mitterrand aujourd'hui parce qu'il est mort et qu'il ne peut pas venir se défendre. Bon, heureusement qu'il y a M. Védrine et M. Quilès qui essayent de venir, mais tous les Mitterrandiens savent très bien que les accusations portées contre Mitterrand sont fausses. Et pourquoi? Parce que on a toujours reconnu quand même Mitterrand, il avait tous les défauts, mais on lui a toujours quand même reconnu une chose, c'est quand même il était redoutablement intelligent. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Bon, mais quel intérêt a-t-il à aller organiser un massacre ethnique au Rwanda? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça lui rapporte sur le plan personnel, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique, sur le plan militaire, lorsque ce sont les Américains qui viennent prendre la place? Non, il y a une absurdité dans toutes ces accusations et dans tous ces rapports qui fait que, bon, évidemment, les chercheurs qui connaissent ce dossier depuis 25-30 ans, eh bien, ils regardent ça en se demandant qu'est-ce qui arrive aux Français de se laisser malmener comme ça sur un dossier sur lequel, eh bien, ils n'ont rien à se reprocher. Alors que, par exemple, dans le dossier de la Côte d'Ivoire, là, il y aurait eu des choses, par exemple, à dire sur le rôle de la France, et encore avec monsieur Nicolas Sarkozy. Mais là, on est surpris de constater que là, c'est le silence le plus total. Et là où la France n'a pas fait ce qu'on le dit, eh bien là, la France elle-même s'auto-accuse. Alors c'est une vraie question qu'on peut se poser quand on écoute Charles Onana, c'est est-ce que la France aime se faire malmener, ce qui partirait pas quand même très franchement d'un bon sentiment, vous savez. Le frapper on vous ouvrira ne doit pas fonctionner à tout vent. Est-ce qu'on a, je ne sais pas si on a le temps d'un... Je ne crois pas qu'on ait le temps. Alors oui. je voudrais juste dire ceci. Le livre de Charles Onana, Enquête sur un attentat, c'est un livre d'enquête, comme on dit. Il enquête sur des enquêtes et il montre l'extraordinaire contradiction et tout ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire la chose la plus importante, c'est, je le recommande évidemment aux éditeurs de Sud Radio, mais surtout, en fait, ce qui se montre, ce qui se ressort, Charles Onana, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la transparence. C'est que s'il n'y a pas de transparence, si on reste dans l'opacité, si on dissimule, etc., et ben à un moment donné, ce n'est pas la vérité simplement qui se venge, ce sont les peuples qui se vengent, et là, ça risque de faire très mal, et ce serait terrible. Tout à fait. Et moi, je dis ici, une fois, je suis prêt à prendre le pari, que si la France ne sort pas de la logique dans laquelle elle est engagée, une sorte de logique suicidaire en Afrique, à ne pas prendre en considération les évolutions, partout les choses évoluent. Et il y a des gens raisonnables qui essayent de dire faites attention, et s'ils ne regardent pas dans cette direction et qu'ils continuent d'aller s'auto-flageller au Rwanda comme ils le font et ne pas s'intéresser à ce qui se passe en République démocratique du Congo, il ne faudra pas être surpris que demain, tous les francophones se détournent de la France pour regarder ailleurs, même y compris chez des Chinois ou des gens avec lesquels ils n'ont aucune communauté linguistique. Et où ça va être beaucoup plus terrible, mais ça peut commencer, vous avez tout à fait raison. Alors donc, il faut aujourd'hui prendre le train en marche, il faut ouvrir les yeux, il faut rester un peu plus modeste et essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer actuellement. Ce qui se joue est très important. C'est un tournant décisif. Et il faut lire et vous faire votre propre opinion avec cet ouvrage, Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, aux éditions de l'Artilleur. Merci beaucoup, Charles.